En rendant visite à mon fiancé, j'ai surpris un appel révélant un secret qui a brisé ma vie. Mon cœur s'est arrêté et je suis partie. Désormais, je suis déterminée à faire payer le prix fort à tous ceux qui m'ont trompée. Je me souviens encore des mots exacts qui ont fait vaciller mes genoux. Plus que quelques semaines, disait Marc en riant doucement dans son téléphone. Ensuite, la maison est à nous. Léna ne saura pas ce qui lui arrive. Je me suis figée devant la porte de sa chambre. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru que j'avais mal entendu. Le sac en papier dans ma main s'est froissé sous la pression de mes doigts. À l'intérieur, il y avait un pot de soupe de poulet et vermicelle, une bouteille de jus d'orange et le médicament contre le rhume qu'il m'avait demandé de prendre pendant ma pause déjeuner. L'odeur de la soupe m'a soudainement donné la nausée. Je suis restée là, dans un silence complet. Puis la voix d'une femme est sortie du haut-parleur. « Tu es sûre qu'elle virera le reste ?» Je connaissais cette voix. Mon Dieu! Je connaissais cette voix. Sophie, ma meilleure amie. La femme qui s'était tenue à mes côtés quand Marc m'avait demandé en mariage. La femme qui m'avait aidé à choisir les faire-part. La femme qui me serrait dans ses bras tous les dimanches après la messe. J'ai senti quelque chose changer en moi. Pas se briser. Changer. Comme si le sol sous ma vie s'était doucement décalé de quelques mètres sur la gauche. Marc a ri de nouveau. Fais-moi confiance. Elle nous fait confiance à tous les deux. Je ne suis pas restée pour en entendre plus. J'ai fait demi-tour et j'ai redescendu les escaliers aussi prudemment que possible. Une marche, puis une autre. J'ai ouvert la porte d'entrée, je l'ai refermée doucement, d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à atteindre ma Peugeot 308 garée dans l'allée. Au moment où j'ai verrouillé la portière, je ne pouvais plus respirer. Ma poitrine était serrée. Je suis restée assise, les yeux fixés sur la boîte aux lettres du voisin à travers le pare-brise, pendant que mon cerveau essayait de rattraper ce que mes oreilles venaient d'entendre. Puis j'ai démarré le moteur et je suis partie. Je ne me souviens pas de grand-chose de ce trajet. Seulement que 20 minutes plus tard, j'étais assise sur le parking d'un supermarché Carrefour dans l'est de Lyon, le regard fixé sur un abri à chariot tandis que les larmes coulaient sur mon visage. L'horloge du tableau de bord indiquait 12h47. Ma pause déjeuner serait bientôt terminée. Tout mon avenir venait de disparaître. Et pourtant, le monde continuait de tourner. Des gens chargeaient leurs courses. Des voitures entraient et sortaient. Un petit garçon courait vers un chariot et sa mère lui criait de ralentir. La vie normale continuait. Pas la mienne. 3 ans plus tôt, j'avais rencontré Marc Dubois lors d'une soirée de charité en centre-ville. J'avais 38 ans. Il en avait 42. À l'époque, je travaillais comme comptable pour une entreprise manufacturière près de Lyon. C'est toujours le cas. Marc dirigeait une agence d'assurance régionale. Il était drôle, poli, le genre d'homme qui se souvient des anniversaires et tient les portes. Du moins, c'est ce que je pensais. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un petit restaurant italien à la Croix-Rousse. Rien d'extraordinaire. Nous avons partagé un tiramisu parce qu'il prétendait que les desserts étaient toujours meilleurs partagés. Je me souviens d'avoir appelé Sophie après. « Oh mon Dieu !» avait-elle dit. « Tu as l'air vraiment heureuse. » Et je l'étais, pour la première fois depuis des années. Ma relation précédente s'était mal terminée. Je ne cherchais pas un conte de fées. Je voulais juste quelqu'un de fiable, de stable. Marc semblait être exactement cela. Avec le recul, je vois les petites choses que j'ai ignorées. De minuscules détails, des histoires qui ne coïncidaient pas tout à fait. Des problèmes d'argent qui semblaient toujours avoir une explication. Des dépenses imprévues, des promesses de me rembourser plus tard. Mais quand on construit un avenir avec quelqu'un, on n'inspecte pas chaque brique, on suppose qu'on construit ensemble. Vers 14h cet après-midi-là, j'ai réussi à retourner au travail. J'ai passé le reste de la journée à faire semblant de regarder des feuilles de calcul pendant que mon esprit rejouait chaque seconde passée devant cette porte de chambre. À 17h, Sophie a appelé. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. « Salut ma belle », dit-elle joyeusement.
J'ai fixé l'écran. Le son de sa voix était complètement différent maintenant, comme entendre une chanson familière jouée dans la mauvaise tonalité. « Tu es là ?» a-t-elle demandé. « Oui. Ça va ?» J'ai presque ri. La question était si absurde. Est-ce que j'allais bien? La femme qui couchait avec mon fiancé me demandait si j'allais bien. J'ai mal à la tête, ai-je dit. Eh bien, assure-toi de te reposer. Le stress du mariage, c'est quelque chose. Le stress du mariage. Je me suis mordu l'intérieur de la joue si fort que j'ai senti le goût du sang. Merci. Nous avons raccroché. Je suis restée seule dans mon bureau encore 10 minutes avant de finalement rentrer chez moi. Ce soir-là, Marc a appelé. Salut, mon cœur. La même voix, le même homme, et pourtant un étranger. Comment tu te sens, ai-je demandé. Toujours malade. Le mensonge est venu si facilement. Pas une pause, pas une hésitation, juste fluide, professionnel, rodé. Je me suis demandé combien de fois il avait fait ça avant. J'ai essayé de passer tout à l'heure, ai-je dit. Pour la première fois, il y a eu un silence. Juste une seconde, peut-être moins. Mais je l'ai entendu. Oh. Tu devais dormir. Une autre pause. Ouais, a-t-il dit, quasiment toute la journée. J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement. Le coucher de soleil colorait le ciel en orange. Quelque part en ville, il souriait probablement en me mentant. Je vais te laisser te reposer, ai-je dit. Je t'aime. 3 mots, 3 mensonges. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse me les rendre. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je suis restée assise à la table de ma cuisine, buvant du café bien après minuit. Des albums photos couvraient la table. Photos de fiançailles, brochures de mariage, contrats de salle, liste d'invités, des plans pour un avenir qui semblait soudainement faux. Vers 1h du matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connectée à mon compte bancaire. Au début, je ne savais même pas ce que je cherchais. Juste quelque chose, n'importe quoi, une raison, une explication, une erreur. Au lieu de cela, j'ai trouvé des questions. Beaucoup de questions. Des virements dont je ne me souvenais pas entièrement. Des retraits qui semblaient plus importants que prévu. Des dépenses communes qui paraissaient soudainement suspectes. Peut-être étaient-elles innocentes. Peut-être pas. Mais pour la première fois, je n'étais pas prête à le supposer. Dehors, la ville était calme. À l'intérieur, ma vie semblait plus bruyante que jamais. J'ai alors réalisé quelque chose. Je n'allais pas confronter Marc. Pas tout de suite. Je n'allais pas appeler Sophie. Je n'allais pas crier, ni jeter des objets, ni exiger des réponses. Pas parce que j'étais calme. Je ne l'étais pas. J'étais furieuse. Mais des années de travail avec les chiffres m'avaient appris quelque chose d'important. Les faits comptent. Les preuves comptent. Et avant de faire le moindre mouvement, je voulais la vérité. Toute la vérité. Aussi laide soit-elle. Parce que si Marc et Sophie pensaient que je n'étais qu'une autre femme crédule qu'ils pouvaient berner, ils avaient fait une grave erreur. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai regardé la bague de fiançailles à mon doigt et je l'ai doucement retirée. Puis je l'ai posée sur la table à côté de ma tasse de café. Pour la première fois depuis que Marc m'avait fait sa demande, ma main semblait étrangement légère. J'ai fixé cette bague pendant un long moment, et quelque part au fond de moi, une décision se formait. Je n'allais pas supplier. Je n'allais pas rivaliser. Et je n'allais certainement pas disparaître en silence. Quelqu'un allait payer. Le lendemain matin, j'ai appelé mon supérieur avant le lever du soleil. « Léna, tout va bien ?» a-t-il demandé. J'ai regardé la cafetière qui bouillonnait sur mon comptoir de cuisine. « Non », ai-je dit honnêtement. « J'ai besoin d'un jour de congé personnel. » Il n'a pas posé de questions. À mon âge, les gens comprennent généralement que lorsque quelqu'un dit avoir besoin d'un jour de congé personnel, quelque chose de grave se passe. À cette heure,
J'étais assise à la table de ma salle à manger avec mon ordinateur portable, mes relevés bancaires, des cahiers et un bloc-notes jaune. Je me sentais ridicule. Une partie de moi espérait encore que j'avais tout mal compris. Peut-être y avait-il une explication. Peut-être n'avais-je entendu qu'une partie de la conversation. Peut-être que j'étais sur le point de découvrir que je m'étais alarmée pour rien. Cet espoir a duré environ 45 minutes. Puis j'ai commencé à trouver des choses, de petites choses au début. Un virement de mon compte d'épargne 6 mois plus tôt. 4 000 € indiqués comme une contribution aux frais du mariage. Je me souvenais vaguement que Marc avait suggéré de garder certains frais de mariage séparés de notre feuille de calcul de planification commune parce qu'il s'occupait de quelques « surprises ». À l'époque, cela avait semblé romantique. Maintenant, cela semblait suspect. Puis j'ai trouvé un autre virement. 3 000 €. Puis un autre et un autre. Individuellement, aucun d'entre eux ne paraissait scandaleux. Ensemble, ils s'élevaient à près de 30 000 €. Je me suis adossée à ma chaise. Mon estomac s'est noué. 30 000 €? J'avais passé des années à constituer ce compte d'épargne. En sautant des vacances, en conduisant ma vieille Peugeot bien après que j'aurais pu en acheter une neuve, en apportant mon déjeuner au travail, en faisant des heures supplémentaires pendant la période des impôts. 30 000 € n'apparaissent pas du jour au lendemain. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils avaient discrètement disparu. Vers 10 heures, mon téléphone a vibré. Marc. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Une minute plus tard, un autre message est apparu. Salut, mon cœur. Je me sens un peu mieux aujourd'hui. On pourrait peut-être dîner demain. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était incroyable. L'homme menait une double vie, se servait dans mes économies et s'attendait encore à ce qu'on planifie des dîners. J'ai supprimé le message vocal. Puis j'ai continué à creuser. À l'heure du déjeuner, des schémas commençaient à émerger. Certains virements avaient lieu peu de temps après des conversations avec Sophie. Cela a attiré mon attention. J'ai retrouvé d'anciens SMS, des milliers, des années d'amitié, des vœux d'anniversaire, des projets de vacances, des photos de vacances, des discussions sur le mariage. Au début, c'était horrible, comme traverser une maison après un incendie. Chaque souvenir semblait endommagé. Puis, quelque chose a sauté aux yeux. Environ 8 mois plus tôt, Sophie m'avait encouragé à plusieurs reprises à fusionner mes finances avec celles de Marc avant le mariage. Je me souvenais de ces conversations. À l'époque, je pensais qu'elle me soutenait. Maintenant, elle semblait scénarisée. Un texto disait « Honnêtement, Léna, si tu te maries avec lui de toute façon, quelle est la différence ? Vous construisez un avenir ensemble. » Un autre « Marc est un type tellement bien. Je ne m'inquiéterai pas autant. » J'ai fixé l'écran. Les mots semblaient soudainement différents, comme des indices cachés à la vue de tous. Cet après-midi-là, j'ai traversé la ville pour me rendre à ma banque, la même agence que j'utilisais depuis près de 15 ans. Une jeune banquière nommée Rachel s'est assise avec moi dans un petit bureau. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» a-t-elle demandé. « J'ai besoin de copies de certains relevés de virement. » Elle a souri poliment. « Pas de problème. » Pendant qu'elle imprimait les documents, j'ai gardé mon explication vague. Moins j'en disais, mieux c'était. Mais Rachel a dû sentir quelque chose. Au milieu du rendez-vous, elle m'a regardé attentivement. « Puis-je poser une question ?» J'ai haussé les épaules. « Bien sûr. Êtes-vous préoccupé par une activité non autorisée ?» La question a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Parce que pour la première fois, quelqu'un d'autre le disait. Pas moi, pas mon imagination, quelqu'un d'objectif, quelqu'un formé pour repérer les problèmes. Je ne sais pas encore, ai-je admis. Rachel a hoché la tête. C'est juste. Puis elle m'a tendu une pile de dossiers. Je suis partie avec un dossier de près de 3 cm d'épaisseur. Les jours suivants sont devenus une étrange routine. Travail, recherche, sommeil, répétition. J'ai cessé de répondre à la plupart des appels téléphoniques.
Marc envoyait des textos constamment. Sophie aussi. Apparemment, aucun d'eux n'avait rien remarqué d'inhabituel. Cela seul était insultant. Les personnes qui me mentaient me pensaient si prévisibles qu'elles ne pouvaient même pas imaginer que je puisse être en train de les enquêter. Le vendredi après-midi, quelque chose d'inattendu s'est produit, quelque chose qui allait devenir l'une des parties les plus étranges de toute cette histoire. Je suivais Sophie, pas dans une course-poursuite de film. Rien de dramatique, juste pour garder un œil sur où elle allait après le travail. Elle s'est garée sur le parking d'une maison de quartier dans l'ouest de la ville. Je me suis garée à plusieurs places de distance. Puis je l'ai regardée entrer dans le bâtiment. J'ai attendu 10 minutes, 20 minutes, 30. Finalement, la curiosité l'a emporté. Je suis entrée. Le réceptionniste m'a indiqué le boulodrome. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai immédiatement réalisé que j'avais fait une erreur. Une trentaine de retraités jouaient à la pétanque. Chaque terrain était occupé. Des gens en chaussures de sport s'activaient, lançaient des boules en métal tandis qu'une musique de variété française passait dans les haut-parleurs. J'ai regardé autour de moi. Pas de Sophie. Mauvais endroit. Avant que je ne puisse partir, une femme aux cheveux argentés m'a fait signe. Vous êtes la remplaçante? Quoi? Notre 4e joueuse, terrain 3. J'ai cligné des yeux. Non, Trop tard. 3 personnes marchaient déjà vers moi. 1 heure plus tard, j'étais en sueur, épuisée, et d'une manière ou d'une autre, je faisais partie d'une partie de pétanque. Je n'avais pas joué depuis un séminaire d'entreprise des années auparavant. Le groupe était hilarant, compétitif comme seuls les retraités peuvent l'être. Un homme nommé Franck a argumenté passionnément sur une mesure de points pendant près de 5 minutes. Une autre femme a accusé son mari de saboter délibérément son tir. À la fin, il connaissait mon nom. Malheureusement, il savait aussi que quelque chose n'allait pas. Vous avez le visage de quelqu'un qui porte un lourd fardeau, a dit Franck alors que nous étions assis à boire de l'eau en bouteille. J'ai ri. C'est si évident. À notre âge, a-t-il dit, tout est évident. Le groupe a gloussé. À ma grande surprise, je me suis retrouvée à parler. Pas tout. Juste assez. Un fiancé infidèle. Une amie suspecte. De l'argent manquant. Les bases. Au moment où j'ai fini, toute la table semblait investie. Franck s'est penché en arrière. Eh bien, a-t-il dit, on dirait que vous chassez des serpents. Le surnom est resté immédiatement. Pendant les 10 minutes suivantes, ils ont offert des théories comme des détectives amateurs. Une femme a même sorti un carnet. Je n'avais pas ri de toute la semaine. Pourtant, ces retraités y sont parvenus. Pendant un bref instant, je me suis sentie à nouveau humaine. Ce soir-là, après être rentrée chez moi, j'ai trouvé le plus gros indice à ce jour. Un email enfoui profondément dans d'anciens messages. Transféré accidentellement. Marc avait voulu l'envoyer à Sophie. Au lieu de cela, des mois plus tôt, il m'avait incluse par erreur dans une chaîne avant de la supprimer rapidement. À l'époque, j'avais à peine remarqué. Maintenant, je l'ai examiné de près. La pièce jointe avait disparu, mais l'objet du message demeurait, calendrier projet immobilier. Immobilier. Pas mariage. Pas lune de miel. Immobilier. J'ai suivi la piste. 2 heures plus tard, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Une annonce immobilière. Une maison. Pas la maison que Marc et moi prévoyions d'acheter. Une propriété complètement différente. Et selon les registres, quelqu'un avait déjà versé un acompte, un gros acompte. Le montant correspondait presque exactement à plusieurs de mes virements manquants. Je suis restée figée sur ma chaise. La pièce semblait très silencieuse. Puis j'ai remarqué autre chose. La date de la signature, dans 3 semaines, le même délai que j'avais entendu lors de cet appel téléphonique. Plus que quelques semaines. Ensuite, la maison est à nous. Soudain, tout est devenu clair. Marc ne me trompait pas simplement. Il préparait une sortie
une sortie soigneusement planifiée. Il avait l'intention d'utiliser mon argent pour commencer une nouvelle vie avec Sophie. Et d'après les messages que j'ai découverts cette nuit-là, il y avait un autre détail qui m'a glacé le sang. Après la signature, il prévoyait d'annoncer publiquement leur relation. Il ne se contentait pas de me trahir. Il prévoyait de m'humilier. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai cessé de me sentir le cœur brisé. J'ai raclement de gorge commencé à me sentir en colère. La colère peut être utile pendant un certain temps. Elle vous fait sortir du lit quand vous préféreriez rester sous les couvertures. Elle vous maintient en mouvement quand le chagrin veut s'asseoir sur votre poitrine toute la journée. Mais la colère peut aussi vous rendre imprudente. Je le savais. Donc, même si j'étais furieuse après avoir découvert les registres de propriété, je me suis forcée à ralentir. Le lundi suivant, je suis retournée au travail. J'ai répondu aux emails, assisté à des réunions, examiné des feuilles de calcul. De l'extérieur, j'étais la même Léna que tout le monde connaissait. À l'intérieur, je menais une enquête privée. Chaque pause déjeuner est devenue un temps de recherche. Chaque soirée est devenue un temps de collecte de preuves. J'ai gardé des notes détaillées, des dates, des transactions, des conversations, des chronologies. La comptable en moi avait entièrement pris le dessus, et honnêtement, c'était probablement la seule chose qui me maintenait saine d'esprit. 3 jours plus tard, j'ai pris une décision qui a tout changé. J'ai contacté l'ex-femme de Marc, Carole Dubois. Pendant des années, j'avais évité de m'impliquer dans les discussions à son sujet. Chaque fois que je posais des questions, Marc donnait toujours la même explication. Elle est amère. Elle me blâme pour tout. Il est impossible de lui parler. Avec le recul, c'étaient des signaux d'alarme géants. À l'époque, je les avais acceptés. Maintenant, je n'acceptais plus rien. J'ai trouvé Carole sur les réseaux sociaux. Elle vivait à environ 40 minutes de Lyon. J'ai regardé son profil pendant près de 10 minutes avant d'envoyer un message. La note était courte, simple, peut-être un peu maladroite. Bonjour, Carole. Je m'appelle Léna. Je suis fiancée à Marc. Je pense que nous devons parler. J'ai failli le supprimer. Au lieu de cela, j'ai cliqué sur envoyer. Sa réponse est arrivée moins de 20 minutes plus tard. Quand êtes-vous libre? Cette seule réponse m'en a dit plus qu'elle ne le voulait probablement. Nous nous sommes rencontrés 2 jours plus tard dans un petit bistrot près de Vienne. Un de ces endroits avec des menus plastifiés et des serveuses qui appellent tout le monde « ma belle ». Je suis arrivée la première. Carole est entrée 5 minutes plus tard. Elle paraissait plus âgée que sur ses photos. Pas vieille, juste fatiguée, comme quelqu'un qui a porté un lourd fardeau pendant longtemps. Au moment où elle s'est assise, elle a étudié mon visage. Puis elle a soupiré. Oh non. J'ai froncé les sourcils. Quoi? Vous avez découvert. Pas une question. Une affirmation. J'ai senti mon estomac se nouer. Vous saviez. Carole s'est penchée en arrière. Laissez-moi deviner, Sophie. Le fait qu'elle ait deviné immédiatement m'a donné la chair de poule. J'ai hoché la tête. Elle a brièvement fermé les yeux. Bien sûr. Pendant plusieurs secondes, aucune de nous n'a parlé. Finalement, j'ai posé la question qui me hantait. Combien de fois est-ce arrivé avant? Carole a eu un rire amer. Plus que vous ne voulez l'entendre. Pendant les 2 heures suivantes, toute ma perception de Marc s'est effondrée. Carole m'a raconté des choses que je n'aurais jamais pu imaginer. L'infidélité n'était pas un comportement nouveau. Ni la manipulation. Ni les jeux financiers. En fait, beaucoup d'histoires semblaient étrangement familières. Il commence toujours petit, a expliqué Carole en remuant son café. Que voulez-vous dire? Il demande de l'aide. Juste un peu d'aide. Une aide temporaire. Je la fixais parce que c'est exactement comme ça que ça avait commencé avec moi. Une réparation de voiture, un prêt à court terme, une dépense imprévue, rien de majeur, rien d'alarmant jusqu'à ce que,
des années plus tard, vous réalisiez combien d'argent a discrètement disparu. Carole a fouillé dans son sac à main. Puis elle en a sorti un épais dossier en carton. Mon cœur a failli s'arrêter. Vous avez gardé des archives. Elle a hoché la tête. Absolument tout. Le dossier a atterri sur la table entre nous. À l'intérieur se trouvaient des copies de mai, de documents financiers, de dossiers judiciaires, d'accords de règlement, d'anciens SMS, des années de preuves, des années. J'ai lentement tourné les pages. Toutes les quelques minutes, je m'arrêtais et je regardais. Les schémas étaient indéniables. Les méthodes étaient presque identiques. Seuls les noms avaient changé. Puis, Carole m'a dit quelque chose qui m'a véritablement choquée. Je n'étais pas la deuxième victime. J'étais la troisième, peut-être même la quatrième. Il y avait eu une autre fiancée avant moi, une femme nommée Mélissa. La relation s'était terminée brusquement. Pas de mariage, pas d'explication publique. Elle avait simplement disparu de la vie de Marc, du moins selon lui. Selon Carole, la vérité était très différente. Mélissa avait découvert une fraude financière peu avant leur mariage. La relation s'est effondrée. Marc est passé à autre chose, a trouvé quelqu'un d'autre, a recommencé. Même scénario, public différent. Je suis restée là, sans voix. À un moment donné, j'ai même ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que la situation était devenue absurde. Je me suis souvenu de toutes les fois où Marc se décrivait comme malchanceux en amour, le pauvre homme incompris, la victime de femmes difficiles. Maintenant, je réalisais qu'il était le dénominateur commun. Avant de partir, Carole m'a donné des copies de tout. En me tendant le dossier, elle m'a regardé droit dans les yeux. Soyez prudente. Que voulez-vous dire? Marc n'est pas stupide. Cette réponse est restée avec moi parce qu'elle avait raison. Marc n'était pas stupide. Manipulateur, absolument. Malhonnête, sans aucun doute. Mais stupide, non. Les gens comme lui survivent parce qu'ils sont doués pour lire les situations, pour s'adapter, pour repérer les menaces. Et malheureusement, il commençait à remarquer quelque chose. 3 jours plus tard, il a appelé à l'improviste. Je rentrais du travail en voiture quand mon téléphone s'est connecté via Bluetooth. « Salut », a-t-il dit. « Salut ». Sa voix semblait normale. Peut-être trop normale. Tout va bien? Mes mains se sont crispées sur le volant. Pourquoi ça n'irait pas? Une pause. Je ne sais pas. Tu as semblé distante ces derniers temps. Ça y était. Le soupçon. Rien de spécifique. Juste l'instinct. J'ai forcé un rire. Le travail a été chargé. C'est tout. C'est tout. Une autre pause. Plus longue cette fois. Puis il a changé de sujet, mais quelque chose semblait différent. Pour la première fois depuis que je le connaissais, je l'ai senti m'évaluer, me tester, essayer de déterminer ce que je savais. La conversation s'est terminée quelques minutes plus tard. Quand j'ai raccroché, je me suis immédiatement senti mal à l'aise. Le temps était compté. La semaine suivante a apporté un autre revers. L'un des comptes en ligne que je surveillais a soudainement changé de mot de passe. Puis un autre accès a disparu du jour au lendemain. Je suis restée assise à mon bureau, regardant les messages d'erreur. Marc faisait le ménage. Peut-être pas parce qu'il connaissait la vérité, mais parce qu'il sentait un mouvement. Et honnêtement, j'ai paniqué. Pas de façon dramatique, pas comme dans un film. Juste tranquillement. Je suis restée assise dans mon appartement et je me suis demandé si je devais arrêter, m'en aller, annuler le mariage, limiter les pertes, passer à autre chose. Ne serait-ce pas plus sain? Ne serait-ce pas plus facile? Pendant plusieurs jours, je l'ai sérieusement envisagé. Puis quelque chose s'est produit qui m'a fait changer d'avis. Le samedi après-midi, j'ai de nouveau rejoint mes amis de la pétanque. À ce stade, ils étaient devenus étonnamment investis dans ma situation. Franck a immédiatement remarqué mon humeur. Vous avez l'air abattu. Peut-être que je le suis.
Il a écouté pendant que j'expliquais les derniers développements. Quand j'ai eu fini, il a hoché la tête pensivement. Puis il a dit quelque chose de simple. Si vous abandonnez parce que vous êtes fatigué, c'est une chose. Je l'ai regardé. Mais n'abandonnez pas parce que quelqu'un vous a convaincu que la vérité ne vaut pas la peine d'être trouvée. Le groupe est tombé silencieux. Pour une raison quelconque, ces mots m'ont profondément touché. Peut-être parce qu'ils étaient vrais. Je ne cherchais plus la vengeance. Pas entièrement. Je cherchais la clarté. Je voulais que la vérité soit exposée au grand jour où tout le monde pourrait la voir, y compris moi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu l'information la plus importante à ce jour, et elle provenait d'une source inattendue. L'une des collègues de Sophie, une femme que je connaissais à peine. Elle m'a contactée en privé. Ce qu'elle a partagé a tout changé. Marc et Sophie ne prévoyaient pas d'emménager tranquillement dans leur nouvelle maison. Ils avaient prévu quelque chose de beaucoup plus grand. Une annonce, une célébration, un événement public. Apparemment, plusieurs amis proches avaient déjà été invités. Le lieu, un domaine privé à l'extérieur de Lyon. La date, moins de 3 semaines plus tard. Le but, selon l'invitation, était censé être une fête de fiançailles. Ma fête de fiançailles, celle que j'avais largement payée, sauf qu'il y avait un détail que personne n'avait pris la peine de me dire. Marc avait l'intention d'utiliser l'événement pour dévoiler sa relation avec Sophie après avoir rompu avec moi publiquement, devant la famille, les amis, les collègues, les membres de notre cercle, tout le monde. Je suis restée assise à la table de ma cuisine, lisant le message encore et encore. Au début, j'ai eu la nausée. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai souri. Non pas parce que j'appréciais quoi que ce soit de tout cela, mais parce que pour la première fois, je voyais exactement comment cette histoire pouvait se terminer. Marc pensait qu'il planifiait l'humiliation publique parfaite. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'il venait de me donner la scène parfaite, et j'avais bien l'intention de l'utiliser. L'invitation est arrivée un mardi. Pas de Marc, pas de Sophie, mais du coordinateur de l'événement du domaine. Apparemment, comme j'avais aidé à payer plusieurs acomptes des mois plus tôt, mon email était toujours associé au compte de réservation. L'ironie ne m'a pas échappé. Je suis restée assise à la table de ma cuisine, lisant chaque détail. Samedi, 18h. Tenue de soirée. Salle de bal privée. 93 invités confirmés. 93 personnes. Presque toutes les personnes importantes de nos vies, mes parents, la famille de Marc, des collègues, des amis, des voisins, des gens qui avaient vu notre relation grandir pendant 3 ans. Des gens qui pensaient assister à la célébration de notre avenir. Je me suis demandé combien connaissaient déjà la vérité. Combien avaient entendu une histoire soigneusement élaborée sur la raison pour laquelle nos fiançailles se termineraient soudainement. Combien étaient sur le point d'assister à la version des faits de Marc? Puis j'ai regardé la pile croissante de preuves sur la table de ma salle à manger, et j'ai décidé quelque chose. Je n'allais pas l'arrêter. J'allais le laisser marcher directement dans le piège qu'il s'était lui-même construit. Les 2 semaines précédant l'événement ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Non pas parce que je manquais de preuves. J'en avais beaucoup. Le défi était émotionnel. Chaque jour, je me réveillais avec la même question, est-ce que je veux vraiment faire ça? Une partie de moi voulait la paix. Déménager dans une autre ville. Recommencer. Les oublier tous. Puis je me souvenais de l'appel téléphonique, des mensonges, de l'argent volé, des années de manipulation. Et je continuais. Pourtant, ce n'était pas facile. Il y a eu des nuits où je suis restée seule dans mon appartement, me demandant si une exposition publique ne me rendait pas aussi mauvaise qu'eux. Carole m'a aidée dans ces moments. Nous parlions souvent à ce moment-là, parfois pendant des heures. Un soir, elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Tu n'exposes pas la vérité pour blesser des innocents. Et si ça me semble quand même mal? Ça devrait te sembler mal, a-t-elle répondu. Tu es une personne décente. Cette réponse m'a aidée plus qu'elle ne l'imaginait. La semaine précédant la fête, j'ai rencontré un avocat.
Non pas parce que je prévoyais d'intenter un procès immédiatement. Je voulais comprendre mes options. Quelles preuves comptaient? Lesquelles non? La réunion a duré près de 2 heures. À la fin, l'avocat s'est penché en avant. Vous avez documenté cela mieux que la plupart des enquêteurs. J'ai ri. Je suis comptable. Eh bien, les comptables deviennent des ennemis dangereux quand ils décident de tenir des registres. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai sincèrement souri. Le samedi est enfin arrivé. Le temps était magnifique, chaud mais pas humide. Le genre de soirée d'été lyonnaise qui donne envie aux gens de s'attarder dehors après le coucher du soleil. J'ai passé la majeure partie de la journée étonnamment calme. Peut-être parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Les preuves étaient organisées, des copies préparées, des emails imprimés, des relevés financiers classés par ordre chronologique, des extraits audio stockés sur plusieurs appareils. Tout était prêt. À 17 heures, je me suis habillée. Rien de voyant, juste une robe bleu marine que j'avais déjà portée une fois. Des bijoux simples, des chaussures confortables. Je me suis regardée dans le miroir. Pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas vu une victime. J'ai vu quelqu'un qui avait survécu. Le domaine était situé juste à l'extérieur de Lyon. En arrivant sur le parking, des voitures de luxe bordaient l'entrée. Des voituriers allaient et venaient. Les invités riaient sous des guirlandes de lumière décoratives. De loin, tout semblait parfait. C'est le propre de la tromperie. Elle a généralement l'air parfaite. À l'intérieur, la salle de bal brillait de lumière douce. Des tables rondes remplissaient la pièce. Nappes blanches, fleurs fraîches, flûtes de champagne. Une grande bannière près de la scène disait « Célébrons les nouveaux départs ». J'ai failli éclater de rire. Si seulement ils savaient. Les gens ont commencé à me remarquer immédiatement. Certains semblaient soulagés. D'autres mal à l'aise. Quelques-uns paraissaient vraiment confus. Apparemment, Marc n'avait pas partagé la même version des faits avec tout le monde. Ma mère s'est approchée la première. Ma chérie, elle m'a serré fort dans ses bras, puis a murmuré « Tu vas bien ?» Non, ai-je dit honnêtement. Mais ça ira. Elle m'a serré la main. D'une manière ou d'une autre, elle semblait comprendre. Vers 19 heures, Marc est arrivé. Et pendant un instant, le voir m'a encore fait mal. Non pas parce que je l'aimais. Cette partie était morte des semaines auparavant, mais parce que je me souvenais de l'avoir aimé. Il y a une différence. Les souvenirs restaient. La réalité avait changé. Sophie est entrée peu après. L'atmosphère de la pièce a immédiatement changé. Les gens l'ont remarqué. Des chuchotements ont commencé. Des expressions confuses sont apparues. Marc semblait nerveux. Sophie avait l'air excitée, presque triomphante. Aucun des deux n'a remarqué que je les observais. À 20 heures, presque tous les invités étaient arrivés. Le dîner s'est terminé. Les boissons ont circulé. Les conversations ont rempli la pièce. Puis Marc s'est dirigé vers la scène. Le moment était arrivé. Il a tapoté une cuillère contre un verre. La pièce s'est progressivement calmée. Mesdames et messieurs, il a souri. Le même sourire charmant qui avait trompé tant de gens. Merci à tous d'être ici ce soir. Des applaudissements polis ont suivi. Il s'est lancé dans un discours préparé. Il a parlé de nouveaux départs, de nouveaux chapitres, de voyages inattendus, les absurdités habituelles. Puis il est arrivé à la partie que j'attendais. Il arrive un moment où l'honnêteté devient nécessaire. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. L'honnêteté, de tous les mots. Marc a continué. Parfois, les relations changent. Des murmures se sont répandus dans la foule. Parfois, les gens s'éloignent. Sophie souriait depuis sa table. Marc a jeté un coup d'œil vers elle, puis est revenu vers le public. Je sais que cela peut en surprendre certains, mais Léna et moi avons décidé de ne pas poursuivre notre mariage. Des hoquets de surprise ont résonné dans la salle. Plusieurs personnes se sont tournées vers moi.
Je suis restée assise, calme, silencieuse, attendant. Puis Marc a tendu la main vers Sophie, et la salle a explosé de confusion. Ce qui s'est passé ensuite ne s'est pas déroulé exactement comme il l'avait prévu, car je me suis levée. En fait, ai-je dit d'une voix forte, avant de continuer, j'aimerais dire quelques mots. La salle s'est figée. Le visage de Marc a changé instantanément. Pas de panique. Pas encore. De l'inquiétude. La première fissure. J'ai marché calmement vers la scène, micro à la main, le cœur battant, mais stable. Des années de préparation pour des présentations au travail sont soudainement devenues utiles. J'ai fait face au public. 93 paires d'yeux me fixaient, amis, famille, collègues, des gens qui méritaient la vérité. Je ne prévoyais pas de parler ce soir, ai-je commencé, mais puisque l'honnêteté est devenue le thème de la soirée, je pense qu'il est important que nous discutions de quelques points. Silence complet. On aurait pu entendre une fourchette tomber dans les coins éloignés de la pièce. J'ai commencé par les faits, les dates, les virements financiers, les registres de propriété. Rien d'émotionnel, rien d'exagéré, juste des preuves, un document après l'autre. Le projecteur affichait des copies derrière moi. Les invités se penchaient en avant. Les chuchotements se propageaient. Les visages changeaient. L'expression de Marc est passée de la confiance à l'inconfort. Puis à la panique. Sophie s'est levée la première. C'est ridicule. J'ai hoché la tête. Je suis d'accord. Puis j'ai affiché un autre document, un virement bancaire, puis un autre, puis un email, puis un autre. La salle devenait plus silencieuse à chaque page. Marc a tenté d'interrompre. Je lui ai tendu un micro. S'il te plaît, explique celui-ci. Il ne le pouvait pas, car les faits se moquent du charme. Puis est venu le coup de grâce. Les preuves que Carole avait conservées. Dossiers judiciaires, plaintes antérieures, documents de règlement, des schémas, des années de schémas. Une voix du fond a soudain crié, « Attendez une minute !» Tout le monde s'est retourné. C'était Franck, mon ami de la pétanque. Apparemment, la moitié du groupe de pétanque était venu après avoir entendu l'histoire. Franck s'est levé, a pointé Marc du doigt et a demandé à haute voix, « Attendez. Vous me dites que cet imbécile a refait la même arnaque 2 fois ?» La salle a éclaté. Même au milieu du désastre, des rires ont fusé. Les gens ne pouvaient pas s'en empêcher. L'absurdité était écrasante. Franck s'est rassis, l'air complètement satisfait. Le reste s'est passé rapidement, très rapidement. Les gens ont commencé à quitter leur table. Les conversations ont éclaté. Les questions fusaient de toutes parts. Les proches de Marc avaient l'air horrifiés. Les collègues échangeaient des regards stupéfaits. La confiance de Sophie s'est complètement évanouie. Et puis est venu le moment que j'avais secrètement espéré. Pas d'applaudissements, pas de vengeance, mais une reconnaissance. Les gens les voyaient enfin clairement. Pas d'excuses, pas de manipulation, pas d'histoire soigneusement élaborée, juste la vérité. Debout au milieu d'une salle de bal, impossible à ignorer. Marc est parti le premier, seul. Pas de discours dramatique, pas de défense finale, juste un homme se dirigeant vers la sortie tandis que presque tout le monde se détournait. Sophie a suivi peu après. Aucun des deux n'avait l'air victorieux. Aucun des deux n'avait l'air malin. Ils avaient simplement l'air exposés. Et tandis que la salle de bal se remplissait lentement de conversations choquées, j'ai réalisé quelque chose d'inattendu. La colère que j'avais portée pendant des semaines commençait à s'estomper. Pas à disparaître, juste à desserrer son étreinte. Parce que la vérité était enfin sortie. Et pour la première fois depuis cet appel téléphonique, je pouvais à nouveau respirer. 3 mois après la fête, je me suis retrouvée à faire la queue dans un café local un mardi matin pluvieux. Rien de spécial, juste une journée ordinaire, le genre de journée qui me semblait autrefois ennuyeuse. Maintenant, j'appréciais ces jours plus que jamais. La femme devant moi se disputait à propos du lait d'avoine. Le téléphone de quelqu'un sonnait. Un camion de livraison bloquait une partie du parking. La vie normale.
J'avais passé tellement de semaines à vivre au cœur d'une tempête que la normalité me semblait être un cadeau. Le barista m'a tendu mon café. Bonne journée, Léna. Vous aussi. Je suis retournée à ma Peugeot et je suis restée assise un moment, regardant les gouttes de pluie glisser sur le pare-brise. Pour la première fois depuis très longtemps, mon avenir me semblait à nouveau ouvert. Pas parfait, juste ouvert. Et honnêtement, c'était suffisant. Les semaines après la fête ont été compliquées. Les gens imaginent qu'exposer la vérité apporte un soulagement instantané. Ce n'est pas le cas. La vérité crée des conséquences, et les conséquences créent de nouveaux problèmes. Certaines amitiés ont survécu, d'autres non. Quelques amis communs ont discrètement disparu de ma vie. Je n'étais pas surprise. La plupart des gens détestent les conflits, même quand ils savent qui a raison. Plusieurs proches appelaient constamment pour avoir des nouvelles. D'autres voulaient des ragots. Quelques-uns voulaient des détails que je n'avais aucun intérêt à partager. J'ai vite appris que tous ceux qui posent des questions ne se soucient pas vraiment des réponses. Pendant ce temps, j'ai passé des heures à rencontrer des avocats et des professionnels de la finance. Récupérer l'argent n'était pas simple. Certains fonds étaient récupérables, d'autres non. Certaines transactions se situaient dans des zones juridiques grises. Le processus était frustrant, lent, coûteux. Plus d'une fois, je me suis demandé si tout poursuivre en valait la peine, mais j'ai continué. Non plus parce que je voulais me venger, mais parce que je voulais tourner la page. Marc a appelé plusieurs fois. Je n'ai jamais répondu. Au début, les messages semblaient colériques, puis défensifs, puis pleins de remords. Finalement, ils sont devenus désespérés. J'ai écouté un seul message vocal. Un seul. C'était suffisant. Il a blâmé le stress, les malentendus, les mauvaises décisions, le mauvais jugement, tout sauf lui-même. J'ai supprimé le message à mi-chemin. Certaines personnes passent leur vie entière à éviter de rendre des comptes. Marc semblait déterminé à en faire partie. Un mois après la fête, j'ai reçu des nouvelles de l'un de ses anciens collègues. La compagnie d'assurance avait ouvert une enquête interne. Apparemment, plusieurs questions avaient émergé après que les informations de la fête aient commencé à circuler. Je n'ai pas célébré. Je n'en avais pas besoin. Les conséquences le rattrapaient enfin d'elles-mêmes. C'est généralement comme ça que ça marche. La vérité prend plus de temps que les mensonges, mais elle finit par arriver. Puis quelque chose s'est produit que je n'aurais jamais attendu. Sophie a appelé. Pas de texto. Pas de mail. Elle a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Failli. La curiosité l'a emporté. Allô? Pendant plusieurs secondes, aucune de nous n'a parlé. Puis je l'ai entendu pleurer. Pas des pleurs dramatiques. De vrais pleurs. Du genre épuisé. Léna. J'ai fermé les yeux. Que s'est-il passé? La réponse est venue immédiatement. Marc m'a menti à moi aussi. Bien sûr, il l'avait fait. Une partie de moi n'était pas du tout surprise. Une autre partie se sentait étrangement triste. Sophie avait contribué à me blesser. Elle avait fait des choix dont elle méritait de répondre. Mais en l'écoutant cet après-midi-là, j'ai aussi entendu autre chose. Une femme découvrant qu'elle n'était pas spéciale. Elle n'était pas l'exception. Elle était simplement la prochaine cible, tout comme je l'avais été, tout comme d'autres avant moi. Elle a expliqué que plusieurs promesses financières s'étaient avérées fausses. La nouvelle maison n'était pas ce qu'elle pensait. Certains investissements n'existaient pas. Diverses histoires n'étaient pas vraies. Les détails n'avaient plus vraiment d'importance. Le schéma était familier, douloureusement familier. Quand elle a finalement cessé de parler, il y a eu un long silence. Je n'attends pas de pardon, a-t-elle dit. Tant mieux. Un autre silence. Puis elle m'a surprise. Je voulais juste dire que j'avais tort. J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement. La pluie tapotait doucement contre la vitre. Pendant des années, j'avais imaginé ce que je dirais si Sophie s'excusait un jour.
Je pensais que ce serait satisfaisant. Au lieu de cela, c'était surtout triste. Tu avais tort, ai-je dit doucement. Puis je lui ai souhaité bonne chance et j'ai mis fin à l'appel. Ce chapitre était terminé, du moins pour moi. Quelques mois plus tard, Carole et moi nous sommes retrouvés pour déjeuner. Le même bistrot, la même banquette. Seulement cette fois, aucune de nous n'avait l'air épuisée. Nous avons parlé de choses normales. Le travail, la famille, les films, la vie. À un moment donné, elle a ri. Tu sais ce qui est drôle? Quoi? Si quelqu'un m'avait dit il y a 2 ans que je deviendrais amie avec l'une des fiancées de Marc, j'aurais pensé qu'il était fou. J'ai ri aussi. Toute la situation semblait encore surréaliste. Mais les amitiés peuvent naître dans des endroits étranges. Et d'une manière ou d'une autre, l'une des pires expériences de ma vie m'avait fait rencontrer l'une des personnes les plus authentiques que je connaisse. La vie est drôle comme ça. À peu près à la même époque, j'ai commencé à faire du bénévolat dans un programme d'alphabétisation financière pour les femmes à Lyon. Cela a commencé presque par accident. Une organisatrice a entendu une partie de mon histoire par un ami commun. Elle m'a demandé si je serais prête à parler lors d'un atelier. J'ai failli dire non. Parler en public de ma vie personnelle n'était pas exactement sur ma liste de choses à faire, mais j'ai finalement accepté. Puis j'ai fait un autre atelier, puis un autre. Bientôt, j'aidais les femmes à comprendre la budgétisation, les dossiers financiers, les comptes joints et les signes avant-coureurs qu'elles pourraient autrement ignorer. Le travail avait du sens. Pendant des années, je m'étais concentrée sur les chiffres. Maintenant, je comprenais le côté humain derrière eux. Parfois, se protéger ne consiste pas à être méfiante. Il s'agit d'être informé. Il y a une différence. Un soir, près d'1 an après que tout se soit passé, j'ai retrouvé la bague de fiançailles que j'avais enlevée cette nuit blanche. Elle était dans une petite boîte au fond de mon placard. Je ne l'avais pas regardée depuis des mois. Je l'ai tenue dans ma main pendant un moment. Puis j'ai souri. Non pas parce qu'elle représentait un souvenir heureux, mais parce qu'elle ne représentait plus rien d'important. C'était simplement une bague. Le pouvoir qu'elle avait autrefois sur moi avait disparu. Et c'était étonnamment agréable. Les gens me demandent parfois si la vengeance m'a rendue heureuse. La réponse honnête est non. Pas exactement. L'exposition publique n'est pas ce qui m'a guéri. La guérison est venue plus tard, lentement, à travers des matins ordinaires, de nouvelles amitiés, des conversations difficiles et la décision de continuer à avancer. Ce qui comptait le plus, ce n'était pas de voir Marc tomber. C'était de réaliser que je pouvais me tenir debout toute seule. La vengeance n'était pas la fin. C'était simplement le moment où la vérité est enfin apparue au grand jour. Et à partir de là, j'étais libre de construire quelque chose de mieux. Si vous avez déjà été trahi, j'espère que vous vous souviendrez de ceci, la tromperie de quelqu'un d'autre ne définit pas votre valeur. Parfois, la chose la plus difficile n'est pas d'exposer la vérité, c'est de croire que vous méritez un avenir meilleur par la suite.